Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, je reçois Christophe Bureau. Salut Christophe. Bonjour François-Xavier. Alors aujourd'hui, on va parler d'une aventure qui s'appelle Dot Dot, mais je vais te laisser te présenter et nous parler de ton parcours. Merci beaucoup. Moi, j'ai une formation scientifique et j'étais à l'école normale supérieure en physique et je suis rentré au CEA où j'ai passé 10 ans et j'y ai créé une technologie qui ensuite a été essaimée du CEA et qui a donné lieu à une première start-up qui s'appelle Alchimedix et qui fait des revêtements pour les stents, pour les implants vasculaires. Et j'ai vendu cette société en 2012, donc ça m'a donné une première expérience. Donc je suis passé du métier de chercheur au métier de chef d'entreprise à peu près dans cette période-là. On le vit comment, cette transition de chercheur à entrepreneur? Ça se Ah, prépare? Ça se passe comment? non, pas du tout. Non, le comparable le plus proche, c'est de tomber amoureux, quoi. On sait pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi, et on est incapable d'expliquer pourquoi tout d'un coup sa vie se réoriente différemment. Alors, ça a été tempête sous un crâne, ça a été, mais finalement, j'ai quand même un parcours qui me promet une belle carrière au CEA, et pourquoi est-ce que j'irais faire autre chose? Et la solution est venue de la famille de mon épouse, qui un jour m'a dit, bah, avec quoi tu pourras vivre avec l'échec ou avec le regret? Et elle avait tout résumé en quelques mots. Et donc finalement, mon choix s'est fait à partir de ça. Voilà. Donc ça a été, non, c'était absolument pas prévu. Et du coup, donc cette aventure, elle a duré de quand à quand? Ben, elle a commencé à peu près en 99 jusqu'en 2012, au moment où j'ai vendu la société. Et aujourd'hui, la technologie qui a été créée par Alchimedix est implantée dans à peu près 2 millions de personnes sur la planète. Et continue d'être utilisée. Donc c'est vraiment une technologie qui a apporté une rupture importante dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. En plus, je crois que tu es utilisateur, si j'ai bien tout suivi. Ouais, ouais, malgré moi, oui, oui, j'ai eu un petit événement en octobre 2021 au sortir du Covid et j'ai effectivement des stents dans la poitrine et sauf que ce sont des stents qui portent ma technologie. Donc c'était pas prévu comme ça, mais la boucle est bouclée. Parfois, innover, ça sert, à soi-même aussi. Voilà. Heu, Cette société, tu l'as vendue à qui? Alors, je l'ai vendu à une société qui s'appelle Sinomed, qui est un acteur majeur en Chine sur le D'accord. domaine des stents, mais qui en fait vend au niveau mondial. Ils ont été homologués aux États-Unis, au Japon, en Europe. Leurs stents sont remboursés en France. Et c'est un des acteurs mondiaux. Il y a beaucoup d'acteurs américains, il y a deux, trois acteurs chinois, il y a un ou deux acteurs japonais. C'est à peu près les acteurs principaux. Il y a malheureusement peu d'acteurs en Europe sur le domaine. D'accord. Et après, du coup, après cette vente, tu as fait quoi? Bon, je suis parti faire autre chose. J'avais envie de renouer finalement avec d'autres domaines dans lesquels j'étais pas particulièrement fluent. Donc, je suis parti dans l'industrie pharmaceutique pendant un temps. J'avais envie de m'éduquer sur le sujet. J'ai commencé à travailler pour Becton Dickinson, qui est leader des seringues, et donc ça m'a permis de m'éduquer beaucoup sur cet univers de la pharma et de comprendre pas mal de choses. J'avais encore refait des tentatives de création de start-up qui ont malheureusement échoué, parce que ça arrive, Ça hein, arrive. c'est sur le digital en particulier pour l'industrie pharmaceutique, dans le suivi de l'observance des traitements pour les patients. Et puis, j'ai atterri comme directeur de l'innovation chez Valeo. Donc, j'ai été recruté étonnamment parce que je ne connaissais rien à l'automobile. Je suis tombé sur un boss qui aujourd'hui est CTO de Valeo et qui m'a dit si on voulait un ingénieur automobile, on l'aurait recruté en interne. Donc, ce qui nous intéresse, c'est justement que tu puisses t'approprier certains de nos sujets et que tu puisses les faire à ta sauce, à toi et avec ta culture. Et on m'a dit, bah, jouvence-nous le business des essuie-glaces. Voilà, on fait 1 milliard de business, on fait 2% de marge. Tu vois ça comment? On a essayé tout, on a essayé les marqueurs d'usure, on a essayé les QR codes sur les boîtes. Les gens changent toujours leurs essuie-glaces beaucoup trop tard que ce qu'on voudrait. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est là que j'ai regardé le problème bah, avec mon billet à moi et je me suis dit, 40% de part de marché, ça veut dire que si on fait un rapide calcul, deux voitures équipées d'essuie-glaces Valeo sont distantes de moins de 150 mètres. Et à titre de boutade, j'avais sorti, bah, si elles étaient équipées d'un petit module de communication, ça veut dire que vous seriez un opérateur de téléphonie mobile. Alors ça a été la grosse crise de rire, parce que c'est évidemment pas du tout l'activité de la boîte. Et puis finalement, bah, une fois le rire passé, on s'est dit, tiens, c'est marrant, on pourrait peut-être quand même essayer, voir ce que ça donne. Et c'est de là qu'est venue l'idée de l'embryon de Dot Dot, en quelque sorte.
Et après, bah, on a été rattrapé par le Covid. Moi, j'ai quitté Valeo à ce moment-là. Et en fait, j'ai continué à travailler sur l'idée de DotDot pendant le Covid. Donc, c'est largement une innovation Covid, puisque c'est pendant cette période-là qu'on a commencé à faire les premiers prototypes et qu'on a décidé de créer la boîte à la fin de 2021 avec un cofondateur qui était un gars spécialisé dans la stratégie d'entreprise. Et donc, je l'avais croisé justement au moment où j'étais chez Valeo. Avant de partir sur DotDot, t'as pas eu un moment un envie de redevenir chercheur et de repartir dans ce monde-là? Alors, c'est une question difficile, ça. C'est une question difficile. Au moment où j'ai pris la décision d'arrêter le métier de chercheur pour devenir entrepreneur, j'étais à un moment de ma vie où j'avais l'impression que ce que je devais démontrer, je l'avais fait. C'est-à-dire D'accord. que ma contribution, il y a des moments dans sa vie où sur un sujet donné, on peut avoir le feu sacré, et ce feu sacré peut ne pas durer. Je pense que j'en étais arrivé là, c'est-à-dire que j'avais démontré deux, trois choses qui m'ont permis d'ailleurs d'essaimer du CEA avec la technologie que j'y avais inventée, et c'est justement en craquant deux ou trois problèmes qui étaient des problèmes qui existaient depuis une décennie. Donc j'étais persuadé qu'il y avait encore beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup d'autres choses à comprendre, de machin, mais c'était plus moi. Donc maintenant, dans le chemin inverse, redevenir chercheur, avec le recul, ça m'apparaît être un métier, un beau métier d'abord, un très très beau métier, qui ne se justifie que par lui-même. Je vois pas l'intérêt de justifier la recherche par les applications qu'elles peuvent générer. Donc oui, ça me plairait énormément d'avoir à nouveau cette liberté d'être un flâneur intellectuel salarié. C'est pas facile d'être flâneur intellectuel. On arrive à 8h30 le matin. Allez, vas-y, flâne. Et ça, c'est pas facile. Et donc, c'est un métier qui est difficile sous cet angle-là. Donc, peut-être un jour, au moment où j'aurai revendu DotDot, je me dis peut-être je retournerai faire ça et ça sera pour le simple plaisir d'avoir cette espèce de vagabondage intellectuel qui me caractérise assez bien. Intéressant. Bon alors maintenant, DotDot, au-delà de faire communiquer des essuie-glaces, c'est quoi? Ça s'adresse à qui? Et pourquoi tu as fait ça? Alors, 3 questions en 2 mots. c'est un petit raccourci. Alors, juste pour l'anecdote, en fait, le logo de DotDot, quand on va sur le site internet dotdot.fr, on voit, en fait, le logo, c'est un Wi-Fi qui est formé par un essuie-glace qui bouge. Et c'est ça le vestige historique de la jeunesse de DotDot. En fait, ce qu'il est sorti de cette boutade, c'est que n'importe quelle foule est un réseau en puissance. C'est-à-dire qu'il suffit de l'équiper correctement avec ce qu'il faut sur chaque point, sur chaque nœud, mais que une foule de voitures, une foule de gens, une foule de vélos, une foule de vaches peut être un réseau. Il suffit de pouvoir arriver à y placer des nœuds qui vont pouvoir réaliser un mesh, un réseau maillé. Et en fait, c'est là qu'a été la première proposition de valeur. Ça a été d'essayer de se dire, finalement, on peut essayer d'identifier des situations dans lesquelles on est sur ce terrain-là. Et l'automobile en particulier a été un des secteurs sur lesquels ça a pu présenter de l'intérêt. Donc, on a continué à travailler beaucoup sur du B2B au démarrage. Et puis un jour, travaillant techniquement sur le DOT, je me suis retrouvé à aller faire une virée en montagne avec la famille et les amis. Et puis on avait besoin de regarder les cartes sur lesquelles on était. Et j'étais le seul à avoir un opérateur dont le réseau passait. Et donc, à titre de jeu, j'ai sorti un DOT que j'avais toujours dans ma poche. Je l'ai appairé avec mon téléphone. Et pendant le reste de la journée, ils ont pu se connecter à Internet sur mon DOT. Et le soir venu, la raclette aidant, on s'est dit, c'est quand même pas trop mal ce truc, parce que ça veut dire qu'on pourrait arriver à faire du partage. C'est là qu'est venue la considération de, oui, mais l'anonymat, parce que c'est pas facile de partager le nom de sa connexion partagée avec des gens qu'on connaît pas. Et puis finalement, peut-être qu'on pourrait, ceux qui ont beaucoup de gigas sur leur téléphone pourraient le partager avec ceux qui n'en ont pas beaucoup. Bref, tout ça a donné cette espèce de brainstorming global qui a refait basculer DotDot depuis un réseau B2B maillé, je dirais, assez pur, à une idée qui était beaucoup plus simple, qui était que grâce à un dot que je peux appairer à mon téléphone, je suis capable de partager des gigas. Définissons-en les règles et les modalités pour que ça devienne un acte de solidarité numérique. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment à travailler sur le sujet dans cette direction-là. Tu peux montrer un peu, à quoi ressemble un DOT et comment ça fonctionne? Bien sûr. Alors voilà un petit dot prototype, donc qui est encore un petit peu gros par rapport à ce que ça représente au final. Mais le dot prototype, c'est un petit appareil qui est avec une carte électronique, une radio Wi-Fi à l'intérieur et puis une batterie. Donc là, on voit pas bien, c'est une LED qui s'allume et qui va faire l'appairage avec mon téléphone de manière automatique. Et ensuite, 100 mètres autour de moi, je crée un réseau Wi-Fi qui s'appelle DotDot et qui est visible de tout le monde.
Et donc, j'ai un mot de passe par défaut, qui est quelque chose que je rends public. Donc, ça veut dire que n'importe qui croise un réseau dans le TGV entre Grenoble et Paris et qui voit un réseau peut s'y connecter. Mais ça veut dire aussi que, en fait, je peux partager mes gigas et à ce moment-là, on a créé une application qui s'appelle DotDot. Normalement, quand on voit un réseau Wi-Fi, on appuie dessus et puis une petite fenêtre qui sort et donner le mot de passe du Wi-Fi. Ben, dans le cas de DotDot, c'est différent. Quand on appuie sur le réseau DotDot, à ce moment-là, l'appli s'ouvre et on découvre si la personne qui partage ses gigas, elle les partage à titre gratuit ou onéreux. Et donc, en l'occurrence, on peut faire l'un ou l'autre. Je peux décider que je vais partager 5 gigas gratuitement ou je peux décider que je mets mes gigas en vente et je vais en vendre 10. Et à ce moment-là, dans l'appli, on peut aller faire une transaction. Je suis pas obligé d'acheter 10 gigas. Je peux acheter 5 mégas si jamais j'ai envie. Bref, c'est la première offre d'accès Internet mobile à la demande. Ça n'existe pas nulle part sur la planète. Donc c'est la première fois que finalement on peut se dire, bah moi j'ai pas les moyens de m'acheter un abonnement et donc je peux aller finalement acheter du giga au gramme pour pouvoir juste faire mes usages. Donc Dans les années 2000, il n'y avait pas des projets comme ça qui avaient émergé sur le Wi-Fi, de personnes qui partageaient leur Wi-Fi en communauté? Alors, oui, bien sûr, il y a ça. Aujourd'hui, ça existe encore, hein. On a tous croisé des free Wi-Fi secure un petit peu partout dans les villes ou des choses comme ça. Et tous les opérateurs aujourd'hui ont une offre globale. Mais ça veut dire que ça n'est disponible que pour les abonnés de l'opérateur en question. C'est-à-dire qu'il faut déjà être un abonné de chez Free. Il faut déjà avoir une box, payer un peu plus de 30 euros par mois. Il faut déjà peut-être avoir aussi un abonnement mobile qui va avec. Donc, on est vraiment dans la catégorie qui n'est pas la catégorie cible pour nous. Nous, la catégorie cible, c'est la catégorie des gens qui n'ont même pas de carte SIM. C'est-à-dire D'accord. qui ont la possibilité d'aller se connecter. Alors, ils peuvent le faire sur des Wi-Fi publics. Là, en l'occurrence, nous, il se trouve que c'est aussi un type d'accès qui va leur être offert, qui a un niveau de sécurité qui est supérieur au Wi-Fi public, pour des raisons qu'on peut expliquer assez facilement. Mais en gros, ça permet finalement n'importe où de pouvoir finalement croiser une population de gens qui sont susceptibles de faire du partage. Du coup, en fait, pour bien comprendre et que l'audience comprenne bien, il y a d'un côté des personnes qui offrent l'accès à leur smartphone, enfin pas à leur smartphone, mais à leur forfait, et de l'autre côté, il y a des personnes qui l'utilisent. Voilà, c'est ça. On les appelle dans notre jargon les doteurs et les dotés. Donc les doteurs sont ceux qui vont appairer à un dot avec leur téléphone et qui vont pouvoir partager leurs gigas. Et puis de l'autre côté, on aura les dotés qui sont ceux qui vont venir les utiliser et acheter du giga au gramme. Donc ça peut être des utilisateurs typiques un doteur typique, c'est quelqu'un qui a un abonnement assez généreux en giga et qui a conscience du fait que finalement bah, il a du mal à trouver chaussure à son pied, hein. Faut pas perdre de vue le fait que la consommation moyenne des gigas en France, c'est 15 gigas et que seulement 10% des abonnements sont entre 10 et 20. La plupart des abonnements sont soit en dessous de 10, soit au-dessus de 30. Donc ça veut dire que chaque mois, le seul véritable choix qu'on a quand on prend un abonnement mobile, c'est soit je gaspille, soit je dépasse. Et Mmh. ça, c'est le point de départ, hein, quand même. D'accord. Je crois qu'avec Free, mes enfants ont 350 gigas et que j'arriverai pas à les voir, enfin, j'espère qu'ils ne les utiliseront pas, dans un Alors, seul mois, voilà. pour avoir un fils de 16 ans qui est vidéo gamer, tu n'as peut-être pas encore le fin mot de l'histoire, parce que Non, non, j'espère que je n'arriverai jamais à ce niveau-là. non, mais effectivement, on a des abonnements aujourd'hui qui deviennent vraiment pléthoriques et en fait, je pense que chacun se rend compte que c'est un argument marketing qui fait que quand on divise le prix réel de l'abonnement, non pas par 350 mais par 15, on a un vrai prix de ce que représente le giga et que le giga finalement reste relativement cher. Donc, les gens qui peuvent pas se positionner sur des abonnements, ça veut dire que ça convient probablement à 75% de la population, mais il reste, on va dire, entre 20 et 25% de gens pour lesquels bah, ça va être un arbitrage budgétaire dans le budget individuel. Et pour ces gens-là, ça peut présenter de l'intérêt. Donc, c'est pas forcément uniquement les gens pauvres, hein, ça peut être des étudiants, tout simplement, qui dans la vie démarrent pas tous forcément avec un abonnement à 350 gigas. Ça dépend aussi de la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc les campus universitaires peuvent être des très très bonnes cibles pour nous, où on va voir cohabiter au même endroit des doteurs potentiels et des dotés. Et pour le peu qu'on en sache aujourd'hui sur les enquêtes de terrain qu'on a pu faire et les essais qu'on a pu faire dans les campus, ça marche pas mal, hein, ça les intéresse vraiment énormément.
C'est quelque chose qui Est-ce qu'il y a un enjeu de régulation? Est-ce que vous devenez un opérateur au sens de la loi ou pas? non, bah, en fait, c'est une très bonne question, c'est qu'on s'est assez rapidement posé évidemment. Nous, on est comment dire? Une agence de mise en relation, si je puis dire. On n'a pas comment dire? Les caractéristiques d'un opérateur de téléphonie mobile. Ça nous dispense pas de prendre un certain nombre de précautions, en particulier en matière de sécurité. Je vais partager, mes gigas avec mon dot. Quelqu'un va venir se connecter dessus, aller faire des choses répréhensibles avec. Je veux pas être tenu pour responsable sur ce qui va être réalisé par cette connexion-là. Donc ça, évidemment, on l'a prévu et on s'astreint à respecter des contraintes qui sont analogues à celles de la loi antiterroriste, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de tracer non pas des gens, mais d'avoir la possibilité de tracer des numéros de portable. C'est-à-dire qu'en fait, pour se connecter à DotDot, le doteur comme le doté entrent leur numéro de portable, reçoivent un SMS de validation, et à ce moment-là, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire au niveau de leurs transactions. Si jamais la police vient nous voir et nous dit que ben, on aimerait bien savoir si jamais à un moment donné il n'y a pas eu des choses répréhensibles faites de telle heure à telle heure sur telle zone, on est capable à ce moment-là de fournir les numéros de téléphone à la demande de la justice et qui, elle, se chargera de savoir qui c'est, parce que nous, on n'est pas capable de savoir qui c'est. Mmh. Et d'un point de vue utilisation, un doté a accès à 100 des services où il y a des limitations qui peuvent être mises, par exemple de streaming ou autres, flux internet? C'est une bonne question. Aujourd'hui, nous n'avons pas envisagé de restrictions, mais je m'aperçois que, parce on a eu l'occasion d'évoquer plusieurs fois le problème, ça peut être une manière aussi de préserver un peu les ressources du doteur. Ça peut être finalement des choix qui peuvent être formulés par le doteur. Moi, je suis prêt à partager, mais pas sous n'importe quelle condition. Aider les gens comme si, comme mi, ça me va. Si jamais c'est pour que les gens aillent regarder du YouTube et me prendre toute ma bande passante, j'ai pas envie. Oui, ça peut représenter une certaine catégorie d'utilisateurs. Je pense qu'il faudra pour nous, petit à petit, quand on va grandir, on va savoir mieux identifier qui sont nos utilisateurs. Aujourd'hui, on a une espèce d'offre, je vais pas dire générique, mais de base, qui est simple, qui est vraiment une offre de partage de gigas. Certains ont des gigas, d'autres n'en ont pas, et finalement, on peut arriver à abaisser la barrière de lien entre les deux pour un bénéfice réciproque. C'est ça notre idée de base. Après, je pense que ce que vous venez de dire représente une évolution normale, c'est d'arriver finalement à étager des services sur le contenu qu'on est capable d'offrir. Et d'un point de vue international, il y a des différences, d'un pays à un autre pour déployer DotDot ou aujourd'hui tu le déploies en France et tu es limité, pour aller à l'étranger? Alors, il y a des limitations. Il n'y a pas de limitation technique tout d'abord. C'est-à-dire que comme on fait un appairage avec le hotspot d'un téléphone, Heu, en fait, ça, c'est apatride. On peut faire ça, n'importe où en France. Nous, on l'a déjà fait en Inde, on l'a déjà fait en Chine, même avec des appareils qui ne sont ni sous iOS ni sous Android. Il y a toujours la notion de partage de connexion, donc on peut toujours le faire. Ça pose absolument aucun problème technique pour le réaliser. Il y a aussi des différences qui sont des différences en termes des motivations que les gens peuvent avoir à utiliser DotDot. On constate qu'en France et dans un certain nombre de pays d'Europe, la solidarité est un ressort qui fonctionne. Pas pour tout le monde, mais il fonctionne à presque entre 30 et 40%. C'est-à-dire qu'il y a 30 à 40% des gens interrogés sur la pertinence de DotDot, sur des échantillonnages de 1000 personnes hein, quand même, qui disent ouais, gagner des sous sur mon abonnement, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, par contre, partager pour filer des coups de main, oui, ça, je suis prêt à le faire et à ce moment-là, je ferai du partage gratuit. Mais le giga, en moyenne, il est à 1,50 € à peu près, entre 1,50 € et 2 € hein, quand on fait le calcul réel. Si vous allez aux États-Unis où le giga est au-delà de 6 $, et ben tout d'un coup, la notion de monétisation, elle est omniprésente. C'est-à-dire qu'en fait, la solidarité numérique joue extrêmement peu sauf peut-être plus dans certains États que dans d'autres, mais il y a cette culture, si vous voulez, aussi de pouvoir à un moment donné rentabiliser de la même manière qu'on achète une flotte de voitures d'occasion pour, via Getaround, louer ces voitures à qui les veut et se faire finalement un petit revenu avec ça. La notion même d'utiliser DotDot comme une source potentielle de revenus est bien plus présente. Elle l'est aussi sur certains pays d'Afrique où on a pu faire quelques sondages, de pouvoir faire son petit business qui est associé. Enfin, d'un point de vue purement réglementaire, la loi n'est pas pareille suivant les différents pays.
Dans certains pays, le partage de gigas est quelque chose qui va être interdit par le contrat même qui est passé avec les opérateurs, alors que dans certains autres pays, c'est quelque chose qui est toléré. Et comme nous ne sommes pas des vendeurs du giga directement, mais une agence finalement de mise en relation des personnes qui veulent partager leur giga, on échappe de toute façon à un certain nombre d'éléments de cette régulation. Donc en résumé, on pourra probablement pas le faire partout. On aura à convaincre certains opérateurs de téléphonie mobile que c'est dans leur intérêt, un peu comme certaines applications de partage comme Split, où vous pouvez partager votre Netflix, votre machin, etc. Une application absolument remarquable. Et finalement, un des arguments très très forts pour les opérateurs comme Netflix ou autres de tolérer et même d'encourager Split, c'est que lorsqu'on partage ses abonnements avec quelqu'un d'autre, on est beaucoup plus réticent à les interrompre. Et donc ça permet finalement d'arriver à garder des clients sur des durées beaucoup plus longues. Et on pense que c'est vrai aussi pour les abonnements de téléphonie mobile. Intéressant. Du coup, vous intervenez, enfin, de quelle façon aujourd'hui l'argument de la fracture numérique et la réduction de la fracture numérique, c'est un argument qui est, entendu par vos utilisateurs? Alors, déjà, on est peu connu, hein. On est vraiment une société qui débute. Je pense qu'on va avoir un peu de couverture maintenant avec le prix qu'on a obtenu pour le CES de Las Vegas. Et puis pour... J'allais venir dessus, Je suis Bon, désolé. ah Ah, vas-y, bah, explique à nos auditeurs, c'est quoi ce prix? bah, tous les ans, dans je sais plus, peut-être une vingtaine de catégories différentes, des sociétés, des startups en général, proposent leurs produits, puisque c'est un Consumer Electronic Summit, donc c'est un show, pardon, Consumer Electronic Show. C'est vraiment pour des produits d'abord qui vont pouvoir changer la maison, la voiture, les smart cities, etc. Et nous, on a concouru dans la catégorie Smart City, et parmi toutes les startups qui ont été présentées, on a été repérés. Donc, on est aujourd'hui ce qu'on appelle Innovation Honoree, c'est-à-dire qu'on a eu un prix d'innovation qui, pour vous donner un ratio, dans le groupe de startups françaises dans lesquelles on avait candidaté, il y en avait 40, il y en a 3 qui ont eu un prix. Donc, c'est déjà une première sélection avec une certaine exigence. Et quand on va aller donc en janvier au CES de Vegas, et on va concourir cette fois-ci pour le Best of Innovation. C'est-à-dire que toutes les sociétés qui sont Innovation Honoree, il existe encore un titre au-dessus, mais disons que les Innovation Honoree sont aussi des sociétés sur lesquelles il y a une couverture de presse qui est renforcée par rapport aux standards. Donc tout ça, on pense en faire le levier, moins pour aller conquérir le marché US que finalement pour avoir un rebond sur le marché français. Parce que c'est un peu comment dire, un sujet récurrent tous les ans de parler des innovations du CES. On espère bien que tout le monde va entendre parler de Dot cette année. Et donc, on est, c'est essentiellement là-dessus qu'on va miser pour cette connaissance. Mais aujourd'hui, on reste évidemment confidentiel jusqu'à ce que tout ça éclate en quelque sorte. Ça ne nous a pas empêché d'essayer d'aller voir d'abord des communautés. Puisqu'en fait, vous l'avez compris, il faut qu'il y ait des doteurs et des dotés qui soient relativement proches physiquement les uns des autres, puisque la portée d'un dot est de 100 mètres. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas échanger facilement vos gigas d'un bout à l'autre de la France. Et donc ça veut dire qu'il a fallu qu'on essaye de cibler d'abord des communautés où justement cet élément pouvait être rempli. Donc je vous ai cité tout à l'heure les campus universitaires. Il existe d'autres catégories, c'est toute la communauté des gens qui sont dans le domaine du support social, en particulier de la solidarité numérique, de la lutte contre la fracture numérique. Ça peut se manifester de plusieurs manières. Vous avez plein d'associations, depuis les Restos du Cœur, en passant par Emmaüs, Emmaüs Connect, etc., qui sont des communautés qui sont relativement importantes et sur lesquelles, à un moment donné, la première chose, me dit-on, qu'on demande un sans domicile, c'est de l'Internet. Au-delà d'avoir un café ou une soupe chaude, l'Internet vient assez rapidement dans la liste des choses dont ils ont besoin. Il est fréquent que les maraudeurs partagent leur connexion avec les différentes personnes. Donc le jour où on leur a présenté Dot, ils ont dit « Oh, ça c'est trop cool, parce que là pour le coup j'ai plus besoin de partager le mot de passe de mon téléphone, donc on va partir là-dessus ». L'intérêt de ça, c'est que si vous voulez, ça draine derrière des fondations, en particulier des fondations de certains gros groupes industriels, de très gros groupes industriels, qui tout d'un coup se disent c'est presque un service, comment dire, une action RSE en perspective facile à mettre en œuvre pour nous.
Je m'explique. On est en train de discuter avec certains d'entre eux pour qu'ils achètent des lots de dot en quantité importante pour tous leurs salariés et pour tout d'un coup mettre leurs salariés dans la position d'être des doteurs, c'est-à-dire de pouvoir partager leurs gigas dans un environnement. Donc c'est comme ça qu'on se fait connaître en quelque sorte. Pour l'instant, c'est qu'on raisonne un peu par paquet. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va peut-être faire une petite communauté autour du campus de ci, une petite communauté autour du campus de mi, et puis ça va finir par coalescer. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de déploiement national, au genre où tout le monde va se retrouver équipé. Je pense que c'est pas comme ça que ça va se passer. Je pense qu'aujourd'hui, on mise à fond sur cette idée qu'on est un outil extrêmement concret de solidarité numérique, de partage, très très facile à mettre en œuvre, où les gens peuvent décider de le faire gratuitement ou pas, et ça n'a pas d'importance parce que c'est utile dans les deux cas. Et ça draine finalement des gros acteurs qui vont pouvoir nous faire prendre un peu les bottes de cette lieu et augmenter la densité d'utilisateurs. Et c'est sur cette base-là. Il y a un très bon livre, je suis en train de le chercher sur justement la création de communauté. Moi, j'avais commencé de lire, d'ailleurs, qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai créé Referral Squad. C'est The Cold Start Problem de Andrew Chen, qui explique justement comment d'innovations communautaires ont réussi à se déployer en fait en partant d'Uber, Tinder et autres, en partant de petites communautés et en grossissant progressivement pour arriver à une communauté qui est unie. Ouais. C'est ça. Et en fait, je pense que c'est effectivement ce qui fait du sens. De toute façon, financer comme ça, ex abrupto, un déploiement national à grand renfort de publicité ou de choses comme ça, je pense que ça se fait plus depuis pas mal d'années. Et en tous les cas, je pense que ça ne se fait pas en Europe. À la limite, ça peut se faire éventuellement aux États-Unis où les puissances de feu d'investissement sont pas les mêmes que chez nous, mais chez nous, ça fait pas de sens. Donc, comme en plus on se sent vraiment une entreprise à mission par rapport à ça, je pense que cette mission-là me paraît suffisamment robuste et nécessaire pour qu'elle puisse grandir d'elle-même. Donc c'est là-dessus qu'on va miser en plein pour pouvoir arriver à trouver des gros acteurs qui à un moment donné vont nous dire bah, c'est vrai que votre truc, moi ça me plaît, je suis prêt à vous en acheter 10 000, 20 000, 50 000 pour mes salariés. On va en plus faire une campagne d'éducation sur la solidarité numérique qui est associée. Et puis voilà, je pense que D'ailleurs, c'est ça votre business model de revendre des dots aujourd'hui? À court terme, oui. À court terme, c'est un business model de hardware parce qu'on a besoin de faire une base installée avant de pouvoir échafauder des business models un peu différents dessus. Je pense qu'à moyen long terme, c'est-à-dire quand je dis moyen terme, c'est-à-dire à mon avis pas avant 2 ans de maintenant, on aura probablement aussi un business de commission sur les transactions. D'accord. D'auteurs et dotés s'échangeront des gigas. Paieront, c'est un métier de centimier, mais sur des quantités qui pourront devenir importantes avec les transactions qui arrivent. Et donc, je pense qu'au-delà du business de hardware pour la partie du démarrage, on pourrait avoir un sursaut de revenus sur des aspects qui sont liés à la commission de transaction. Techniquement, c'était pas possible de faire, alors je pense plus sur Android que sur iPhone, mais une application pour remplir la fonction du DOT? On a tous essayé, on a tous pensé à ça. Alors, la réponse très courte, c'est non, c'est pas possible. La raison de ça, c'est qu'en fait, c'est même pas au niveau des opérateurs que ça se joue au niveau des lignes de code dans les téléphones. Et aujourd'hui, vous savez que quand vous voulez faire une application, se pose toujours la question de quelles sont les fonctions du téléphone que vous pouvez piloter depuis l'application. Ouais, les fameuses permissions, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un secret pour personne. Par exemple, lorsque vous êtes dans l'environnement Apple, dans l'environnement iOS, le simple fait de pouvoir lister les Wi-Fi qui vous entourent est quelque chose qui se fait facilement à la main. Vous ouvrez vos réglages de Wi-Fi, vous voyez tous les Wi-Fi que vous avez autour de vous. Ben, ça, par exemple, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas accès en tant que développeur. Vous ne pouvez pas lister les Wi-Fi qui vous entourent pour des raisons qu'Apple cite comme étant des raisons de sécurité, ok, dont acte, mais en tous les cas, ça vous limite là-dessus. Et ben, le simple fait de pouvoir, partager de manière anonyme, il faut quand même que vous ayez un processus, parce que si vous réfléchissez à ce que fait Dot, c'est que moi, j'ai allumé mon Dot, d'accord, je crée un Wi-Fi autour de moi, et quelqu'un vient se connecter dessus, qui par exemple est quelqu'un qui n'a même pas de carte SIM. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a aucun accès à Internet. Donc comment fait-il pour pouvoir m'emprunter quelques microgrammes d'Internet pour pouvoir s'identifier sur le serveur et que ensuite on puisse aller vérifier
que son compte est bien existant et qu'il a toutes les prérogatives requises pour pouvoir se connecter, et qu'à ce moment-là, la connexion s'ouvre pour qu'il ait un accès à Internet. Ça, typiquement, ça implique un certain nombre de fonctions, aussi bien sur iOS que sur Android ou même sur un Huawei, sur lesquelles vous n'avez pas accès. Ce sont des niveaux de code qui sont beaucoup trop profonds. Évidemment, ça aurait été beaucoup mieux avec une appli, mais en fait, ça n'existe pas. Et la création du hardware fait que sur ce hardware, c'est nous qui gérons ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. D'accord. Du coup, ce hardware, vous l'avez, conçu comment? Il est fabriqué où? Alors, on l'a conçu au début avec des cartes de développement, donc c'est un microcontrôleur qui est D'accord, largement disponible dans le commerce. Et ensuite, ce qui fait vraiment l'intelligence de Dot Dot, ça a été plutôt le logiciel embarqué qui allait avec. Mais on a commencé comme ça, sur un coin de table, avec un truc juste branché sur la prise USB-C, et puis ensuite les doigts dans le code pendant toute la journée. Et quand ça a commencé à fonctionner, je me souviens toujours du premier jour où on a vu le Wi-Fi commencer à crier dans la pièce. Alors ça a été mémorable, parce que c'était ça y est, on y arrive. Et ça nous a permis de commencer à faire des petits réseaux avec ça. Puis maintenant, ça s'est raffiné petit à petit. La carte électronique, c'est plus une carte de développement qu'on achète toute faite dans le commerce, parce que c'est une carte qu'on a designée nous-mêmes avec les fonctionnalités qui étaient celles qu'on souhaitait. La seule chose qu'on peut pas faire en Europe, qu'on peut pas faire en France, c'est le microcontrôleur. Donc c'est quelque d'accord. chose parce que les Taïwanais sont leaders mondiaux du marché et qu'ils ont 90% de tout ce qui se fait dans ces domaines des microcontrôleurs accessibles pour le grand public. Et donc, on commande notre petit processeur pour l'instant à Taïwan. On essaie de regarder comment on peut passer à des fabricants européens comme Nordic en Europe ou même Texas Instruments aux États-Unis, mais c'est moins simple parce qu'il y a moins de librairies. Tout le reste, c'est fait en France. La carte électronique, elle est faite dans une société qui est au nord de la France, à côté de Lille, qui nous fabrique la carte électronique. Et les boîtiers sont faits à partir de matériaux de plastique recyclé et qui sont faits à l'usine Renault de Flins. Donc, D'accord, on a été incubé à ce qu'on appelle la refactory. Donc, Renault, au travers de son hub qu'ils appellent The Future is Neutral, ils ont construit comment dire, une manière de recycler en quelque sorte l'usine de Flins, qui faisait des OE auparavant. Et aujourd'hui, c'est devenu un centre d'économie circulaire. Donc, ils ont construit un incubateur. On est allé dans cet incubateur à Flins pendant 9 mois. Et on a appris les bases pratiques de l'économie circulaire et de la minimisation de l'empreinte carbone. Et c'est sur cette base-là que non seulement on a pu apprendre beaucoup et rentrer dans ce réseau de l'économie circulaire, mais en plus, maintenant, on a des mètres carrés dans l'usine de Flins sur laquelle les boîtiers sont fabriqués pour nous et assemblés. C'est-à-dire que les cartes électroniques viennent de Lille jusqu'à Flins et sont assemblées, packagées, et ensuite elles sont envoyées. Aujourd'hui, enfin, tu coches beaucoup de cases pour, lever des fonds, en tout cas, sur les projets impact. Tu as financé comment les premiers temps de Dot Dot? À la mano. C'est-à-dire que pour l'instant, on a d'abord sur le démarrage, c'est mon cofondateur et moi qui avons mis notre argent perso. On a fait que du perso. Euh, Au bout d'un an, on a bénéficié d'une bourse French Tech Émergence de BPI France. Donc, D'accord, le maximum est de 90 000 euros. Donc, on avait pu obtenir cette aide de la part de BPI France pour pouvoir renforcer un peu les fonds qu'on avait mis, nous, au départ. d'accord, Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a reçu de financement public pour le moment. On a continué uniquement à faire du financement, je dirais, perso. On a remis au pot. Là, je viens de faire un tout petit tour de table avec du Love Money, avec quelques investisseurs qui sont en fait des amis et des amis d'amis, et qui se sont passionnés pour le sujet. Et pour l'instant, on pense qu'on... Alors, on a commencé nos ventes, en fait. En particulier, on a une petite activité B2B qui se fait sur la construction de réseaux maillés en sous-sol. Donc la toute première idée du début qu'on n'a pas laissé tomber. Avec les progrès qu'on a fait sur le partage de gigas, on a une très bonne maîtrise maintenant de notre matériel, et donc on est capable de faire des prouesses en termes de programmation derrière. Et aujourd'hui, on a des dots qui sont installés dans des vraies grosses usines de très gros acteurs dans le nord et dans l'est de la France, et qui font des réseaux souterrains pour le tracking des travailleurs isolés en matière de d'accord. sécurité. Donc ça Un donne. un Dot, c'est une question que j'ai oublié de te poser, c'est à quelle autonomie? Alors le DOT en streaming complet, il a une autonomie d'à peu près 24 heures. C'est-à-dire qu'en gros, je l'appaire à mon téléphone il est connecté, il est branché sur le secteur.
Donc c'est pas lui qui va tomber en panne. Le DOT, il a été chargé à bloc, il n'est pas connecté sur le secteur, je l'allume et je fais l'appairage. Et puis un autre téléphone vient se connecter sur mon DOT et regarde une chaîne d'information continue, par exemple. Et à ce moment-là, ça va tenir pendant 24 heures. D'accord. Voilà. Ça veut dire que quand... On peut imaginer que ça tienne beaucoup plus avec une utilisation, on va dire, d'Internet classique, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Si jamais, par exemple, je partage mon dot, je sais pas moi, 3-4 heures par jour, je vais tenir pendant une semaine. Auquel cas, j'ai un chargement par semaine à faire. Ouais. Et du coup, je t'ai interrompu sur la partie levée de fonds. Tu disais que tu avais fait une petite levée avec des amis pour continuer de financer, que tu avais une activité commerciale. Là, ta prochaine étape en termes de vente de dot, c'est tu te fixes quel objectif Alors, ce que je voudrais, c'est, je sais pas si on va lever des fonds, c'est possible à un moment donné pour pouvoir accélérer, mais je pense qu'on peut arriver à démarrer notre chiffre d'affaires au moins sur la partie de vente de hardware. Après, la grosse question qui va se poser pour nous, c'est est-ce que ça vaut le coup de relever des fonds avec un chiffre d'affaires qui démarre sur les hardware, mais sans avoir encore prouvé la partie du business de commission sur les transactions. Est-ce que ça peut être une belle étape intermédiaire ou bien parce que si jamais on a des perspectives de vente de dot du fait du succès que ça peut remporter au travers du CES et puis après un effet un petit peu viral sur c'est un truc, c'est super cool, etc. À ce moment-là, ça peut se financer autrement. Pour le moment, avec de la dette, on n'a pas forcément besoin d'aller lever des fonds. Donc c'est pour ça Oh, il va falloir qu'on tu peux voit un imaginer, peu la tête que ça prend, quoi. Oui, pardon. tu peux même imaginer un financement communautaire aussi. Exactement, exactement. Ça, c'est une des choses sur lesquelles je suis en train de regarder. Je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui, pour pas tomber, on a deux écueils actuellement. On est en train de construire un petit stock. Et ce stock de dot qui va nous permettre d'être présent sur le premier trimestre, le premier semestre de l'année 2025, bah, s'il est trop important, on va se retrouver avec pas mal de trucs sur les bras, ça va devenir un peu pénible en termes de cash. Et si jamais on n'en a pas fait assez, on va perdre en crédibilité parce que les gens attendront, on ne pourra pas livrer. Donc pour l'instant, on est en train de faire un peu un système bâtard entre les deux, c'est-à-dire on va lancer une série limitée. Mais donc, enfin, comme vous comprenez, ça a toutes les caractéristiques d'un crowdfunding, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un stock pour pouvoir commencer à vendre tout de suite, et puis derrière, on va faire comment dire, des vagues de production qui seront indexées sur des précommandes. Je pense que c'est comme ça qu'on va essayer de le gérer, avec cet état d'esprit qui est d'avoir besoin d'un minimum de fonds de roulement supplémentaires pour pouvoir essayer de croître. Et puis reporter à ce moment-là notre besoin de levée de fonds probablement d'un an au moins. Quelqu'un qui écouterait cet épisode et qui dit qu'il aime cette idée, quelle est la meilleure façon de t'aider? Alors la meilleure façon d'aider, c'est de commander un dot. Et donc ça peut se faire. On est en précommande aujourd'hui. Il y a deux sites. Il y a un site qui est, à mon avis, le site cible qui s'appelle partagezvosgigas.fr. D'accord. Partagezvosgigas.fr. Et Ouais. sur celui-là, on peut y laisser son adresse email et on va rentrer à la fois dans la newsletter et dans la première vague des gens qui pourront effectivement réaliser la commande. On a aussi un site, mais qui est plus, on va dire, sur l'objet DOT, donc qui réunit aussi les activités B2B, qui s'appelle tout simplement dot.fr. Mais le truc sur la partie partage de gigas, c'est vraiment partagezvosgigas.fr. Et une commande de dot, rentrer dans la communauté, puis après, je pense que le mieux, c'est on va mettre en place aussi des blogs qui vont nous permettre d'avoir des retours clients et on va fonctionner beaucoup sur les améliorations de type de service et de fonctionnement sur la base des retours qu'on peut avoir de notre communauté. J'ai une petite question là qui m'est venue en t'écoutant. Quand tu es dans une vente B2B, que tu vends à des groupes qui distribuent le DOT à leurs salariés, quelle est la motivation qui va faire qu'un salarié, en fait, commence à partager ses gigas et qui pense bien à connecter son DOT à son téléphone? La première motivation qu'on a perçue, nous, c'était le fait de comprendre qu'en fait, avoir des gigas sur un abonnement mobile, ça n'allait pas de soi pour tout le monde. Et en Mmh. fait, à partir du moment où les gens le savent, de dire ah bon, alors si jamais je partage mes gigas, ça va aider des gens. Bon, je vais le faire, ça me coûte rien. J'ai juste un dot à allumer, je le pose sur mon bureau, je vais faire autre chose, et qui passe à côté se connectera ou se connectera pas, puis voilà. Donc c'est pas un acte invasif, c'est un acte qui est extrêmement simple à faire. Pour vous donner un ordre d'idée, on discute aujourd'hui avec un constructeur automobile qui envisage même d'en embarquer dans ses véhicules, en Ouais. se disant finalement, rapprochez-vous d'un véhicule de ma marque, il y aura toujours de l'Internet.
et sur lesquels on n'a pas besoin d'être propriétaire du dot pour pouvoir l'appairer à son téléphone et partager ses gigas. Donc il y a un vrai engouement qui tient aussi au fait de l'ère du temps. Toutes les entreprises aujourd'hui, en particulier les plus grosses, elles ont une activité CSRD. Elles doivent émettre des rapports CSRD. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, la majorité des actions dans le cadre du CSRD sont des actions à visée environnementale, qui sont super souhaitables, c'est vachement bien. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une composante sociale et solidaire qui est beaucoup plus difficile à gérer, parce qu'elle est en quelque sorte le périmètre du syndicat. Donc ça veut dire que pour une société, rentrer dans l'espace de la solidarité est quelque chose qui est un sujet un peu brûlant. Et grâce à cette initiative-là, elle ne l'est pas. Je Donc c'est comprends. aussi pour ça que ça peut me permettre à certaines entreprises à ce moment-là de se dire, ben, mon action sur le CSRD, elle va être réelle. Ça va pas être simplement de la récolte de capsules en plastique pour pouvoir les envoyer à l'usine de recyclage. Ça va être à un moment donné d'être proactif et de profiter de ce que la société a de mieux, c'est-à-dire ses ressources humaines, sa foule de salariés qui sont aussi tous là pour représenter ce que représente une société au global. Donc il y aura des salariés qui se diront, moi, j'en ai rien à faire de cette histoire, c'est pas mon truc. Si jamais ils n'ont pas de connexion internet, bah, tant pis pour eux. Et puis il va y avoir un certain pourcentage de gens qui vont commencer à le faire. Mais en tout cas, on se dit que si jamais à un moment donné, on n'essaye pas de pousser la solidarité et de la rendre concrète, c'est pas, ça va pas venir d'elle-même, quoi. Donc en fait, il y a beaucoup de gros groupes qui sont assez sensibles à cette idée-là, parce que ça leur coûte très peu, et pour eux, c'est extrêmement concret. C'est intéressant. On va arriver vers la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posées? Ah, alors non, déjà je pense que toutes les questions que vous m'avez posées, ça a permis de faire un panorama vraiment très intéressant sur DotDot. Je vous remercie beaucoup pour ça. Alors après, qu'est-ce qu'on sera dans 5 ans? C'est d'habitude la question qu'on peut avoir. Je sais pas si celle-ci était prévue, mais Et c'est une question à laquelle tu peux répondre. alors, je pense que, imaginons que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça décolle effectivement. Je pense que dans 2 ans, on commence à avoir des revenus transactionnels sur les commissions qui peuvent être associées. Je pense que c'est une étape très importante pour l'entreprise parce que ça la fait rentrer dans des perspectives à la fois de rentabilité puis de taille qui sont pas les mêmes que celles auxquelles on peut accéder aujourd'hui avec nos ventes disparates sur des communautés isolées. Et si ça se passe bien, je pense que dans 5 ans, on pourrait atteindre en nombre d'utilisateurs une taille qui pourrait être intermédiaire entre la taille des plus gros opérateurs de téléphonie mobile virtuelle, c'est-à-dire qui se battent sur un business purement marketing pour vendre du giga à pas cher en misant sur le fait que en fait, les gens ne consomment pas tous les gigas qu'on leur propose. C'est le cas de tous les opérateurs virtuels, c'est le principe même de leur modèle économique. Les plus gros doivent faire peut-être 3 millions d'utilisateurs et plus petit que le plus petit des opérateurs historiques avec infrastructure. Donc les quatre gros, Free, SFR, Orange, Bouygues, qui eux sont vraiment dans un cran au-dessus. Mais je pense qu'on peut rentrer dans ce créneau-là, c'est-à-dire offrir quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, qui est le mobile à la demande, et avec une plus-value, c'est-à-dire avec une symbiose avec certains de ces opérateurs. Alors peut-être moins avec les opérateurs mobiles virtuels qu'avec les opérateurs historiques, mais je crois vraiment à la symbiose, c'est-à-dire que les 15 à 20% de gens qui ont du mal à se connecter, c'est aussi une partie de ceux qui expliquent le churn rate, le taux d'abandon des abonnements chez les opérateurs de téléphonie. Donc c'est une population notoirement difficile à gérer pour eux, parce qu'en général, c'est beaucoup de rappels, de négociations, d'étalement de paiement, de machins comme ça. Alors que là, c'est très simple. Hein, vous avez pris un abonnement chez nous, prenez donc un dot, et ce que vous pouvez pas, ce que vous consommez pas, revendez-le, restez notre client. Donc je pense que c'est comme ça qu'on pourrait être dans 5 ans à peu près, en étant un mode alternatif d'accès à l'internet mobile qui remplacera ni l'un ni l'autre. Et en France uniquement ou à 5 ans Alors, l'international? je, moi, je me dis que dès qu'on peut arriver à démontrer le business model de la transaction, on a probablement, là, cette fois-ci, les moyens d'aller faire une levée de fonds assez majeure pour pouvoir partir à l'étranger. Mais ça me semble être un bon moment, par exemple, pour une vente ou pour une entrée en bourse, c'est de voir la perspective de croissance du business transactionnel et à ce moment-là d'avoir les ressources pour pouvoir aller à l'étranger. Je pense que là, ça fait du sens à ce moment-là. Mais je reste très ancré sur le fait que c'est en France que ça va démarrer.
Bon, on va passer à la dernière partie qui est le quiz improbable. Écoute, il y a une petite dizaine de questions. Tu as droit à un joker. Voilà. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café. Combien par jour? 3. Ça reste raisonnable, c'est bon. Oui, oui, c'est raisonnable, bien sûr. Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO avec toi, qui choisirais-tu? Un co-CEO avec moi. Néo dans la matrice, ça le fait? Ça le fait. Voilà. Si Dot Dot était une saveur de glace, quel serait le parfum? Ah, une saveur de glace. Tiramisu. Si Dot Dot était une chanson, quelle serait-elle? Alors, c'est sans parole, mais c'est Mission Impossible. C'est une musique connue aussi, ouais. Voilà. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? Des pâtes de canard. Quand j'étais allé en Chine pour la première fois et on m'avait invité dans un restaurant et en gros, ben, par politesse, j'ai dû manger tous les plats qui m'étaient présentés et c'est la première fois de ma vie que j'ai découvert qu'on mangeait des pâtes de canard. Les Chinois, beaucoup d'entre eux sont très friands des cartilages, ce qui est pas du tout, du tout, du tout mon truc. Mais donc, j'ai dû manger des pâtes de canard crues et ça, c'était très pénible. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque aimerais-tu entreprendre? Au 19e siècle, je pense. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'image que j'en ai en tous les cas, c'est qu'il restait encore tellement de choses qui apparaissaient comme étant à découvrir. Enfin, je veux dire, l'électron a été découvert particulièrement tard. Alors, je me place évidemment dans la situation où j'aurais eu, non pas la connaissance du futur, mais j'aurais eu la connaissance scientifique, par exemple, pour être là-dedans, et l'impression finalement d'arriver à inventer les bases de ce qui va être l'humanité, quoi. Aujourd'hui, on est beaucoup dans des innovations qui sont des innovations après tant de choses qui ont été faites derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses super intéressantes à faire, mais les basiques des basiques des basiques de l'humanité, j'ai l'impression qu'ils se sont créés beaucoup à cette époque-là. On retrouve là ton parcours d'entrepreneur et de chercheur. Ouais, exactement, exactement, c'est tout à fait vrai. Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? Gastro. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Je suis plutôt vendredi soir, moi. Lundi Tu coupes matin, complètement, tu coupes complètement pendant le week-end? j'aimerais bien, mais non. Il y a des moments où il y a des bouffées d'activité où j'ai du mal à couper complètement. Ma famille me le dit et j'ai du mal en ce moment. C'est une période d'effervescence en plus qui arrive avec le CES et puis le démarrage de l'activité. Donc c'est vrai que là, je suis un peu sous adrénaline et je suis, voilà, ça me drogue. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Joker. Ah, voilà. Quelle est la chose la plus étrange que tu as dans ton bureau? La chose la plus étrange que j'ai dans mon bureau, des sabres laser. Ah, il fonctionne? Ouais, ils fonctionnent, ouais. Donc de temps en temps, c'est le délire. Donc on sort les sabres laser et puis à ce moment-là, c'est un combat à mort qui se fait dans les couloirs. Écoute, Christophe, merci beaucoup pour ton temps. Si Merci. des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? LinkedIn marche très bien, je suis très fidèle, donc on a un compte Dot qui est sur LinkedIn. Et sinon, laissez-nous un petit message sur partagezvosgigas.fr. Là, je suis le premier récipiendaire de tous les emails qui arrivent sur ce canal-là, partagezvosgigas.fr, et là, vous êtes sûr d'avoir une réponse de ma part en moins de 24 heures. Bah, écoute, on va partager nos gigas avec toi. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce temps et à très bientôt. Merci, merci beaucoup François-Joseph, à bientôt.